malgré ça, on y arrive, comme quoi il ne faut pas se dire que le timing est un problème quand la vision business est telle dans le bon timing, le reste, toutes les difficultés se surmontent. Alors, la création de Mille Merci. Au tout début, moi je faisais ma thèse, je venais d'avoir ma fille aînée, qui est donc à l'âge de Numberly, et je faisais des listes pour Noël en disant qu'est-ce qui ferait plaisir à machin et tout. Et donc, comme je suis quand même un tout petit peu carré, j'avais fait une sorte de grand fichier Excel et puis je me suis dit waouh, mais à la fin de la journée, c'est une base de données extraordinaire et pour faire du marketing, savoir ce dont les gens ont envie, c'est quand même un Graal. J'avais cette idée-là qui commençait à germer et puis j'avais aussi pas mal de problèmes pour collecter des données pour ma thèse, parce que quand on fait une thèse, évidemment, il y a une partie quanti et j'avais du mal à collecter des données. Et puis ça a fait, on va dire, un peu son chemin, alors assez rapidement, on va dire, quelques semaines, et puis j'en ai parlé à mon associé Thibaut Munier, avec qui j'avais fait mon DEA, et on avait fait quelques trucs en DEA ensemble, on avait animé des débats, on avait fait des projets, enfin on avait pris plaisir à construire des choses ensemble. On était académiques à l'époque, donc il rentrait d'une conférence à Sydney, parce que la vie, alors pas en période de Covid, mais sinon la vie des académiques, quand même, il y a pas mal de conférences dans des endroits sympas dans le monde. Et alors il rentrait de sa conférence à Sydney et je lui dis écoute, j'ai eu cette idée, est-ce que ça t'amuse ? Et il me dit bah ouais, parce que lui ce qu'il aime c'est les data, il aime les bases de données, mon associé, il me dit waouh, ce serait une base de données magnifique et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer Numberly. C'était une époque assez désinhibante parce que c'était le début en France où quand tu avais une salle d'étudiants, je me souviens d'un cours à HEC, ça m'avait marqué, où je demandais tous les ans à HEC, vous voulez faire quoi? Alors globalement, ils voulaient tous aller dans des boîtes du CAC 40. Et puis là, pour la première fois, j'en avais qui disaient, moi je voudrais monter une boîte, etc. Je me suis dit, la vache, si mes étudiants montent des boîtes, finalement, pourquoi pas moi? Ça avait un côté assez désinhibant, toute cette période-là, un peu avant l'explosion de la bulle. En 2000, ça a été très court quand même comme période, ça a duré 4-5 mois, ce qui reste assez petit. Et puis, du coup, on s'est dit, on n'avait ni Thibaut ni moi spécialement envie de monter une boîte, ni l'ambition d'être entrepreneur, mais on s'est dit, allez, amusons-nous. Et donc, on a décidé de créer Numberly. À l'époque, ouvrir un compte en banque, c'était extrêmement compliqué. Quand on voulait créer une entreprise, ça a changé depuis. Et on peut pour une fois remercier les banquiers. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez monter une boîte, c'est assez simple d'ouvrir un compte en banque. Allez-y, dites-vous qu'il y a quelques années, c'était l'enfer. Et c'était... Je me souviens d'un des grands moments dans la création d'entreprise où on faisait le tour des banques, donc on avait trouvé du Love Money, c'était en francs à l'époque, je crois qu'on avait 150 000 francs de mémoire. Et donc on essayait de mettre ces 150 000 francs sur un compte et on avait pris des rendez-vous. Il y en avait un monsieur qui était charmant, qui s'appelait monsieur Bitouzé. Et monsieur Bitouzé nous dit, mais finalement un peu votre projet, ce serait comme une boulangerie mais sans boulangerie. Et on lui a dit, voilà, alors plutôt sans boulangerie en fait, plutôt digital, mais sinon ça ressemble un peu, c'est des problématiques de flux, effectivement, voilà. Alors, il n'avait pas ouvert de compte pour nous, malheureusement on ne l'avait pas convaincu, mais on a fini par convaincre d'autres gens, par lancer Mille Merci, par avoir la chance d'avoir des premiers clients. C'était le lancement de Voyage SNCF, à l'époque avec Expedia en juin 2000, donc juste après nous. La bulle a explosé, donc un message important. Le timing, c'est pas grave. Vous voyez, moi par exemple, ma fille donc, est née en septembre 99. La bulle on a créé la boîte le 23 février 2000. La bulle a explosé genre en avril 2000. Donc dans le genre timing pourri, c'est quand même pas mal. Je veux dire, on pouvait difficilement faire pire sur le papier. Eh ben, voyez. Et donc on a lancé, on a commencé, et là, on a été cash out, je dirais en juillet-août. Alors on s'est dit donc,
il faut qu'on lève de l'argent. Hein. Donc là, la bulle avait explosé. C'était un peu moins la fête quand même, donc on a quand même réussi à trouver quelques rendez-vous. Je me souviens d'un rendez-vous dans un fonds. Alors, je vous déconseille de faire ce qu'on a fait. Donc, on avait fait quand même un petit deck, disons 15-20 slides pour expliquer ce qu'on faisait, notre vision de la data, pourquoi ça changeait des choses en marketing, que c'était l'avenir, tout ça. À l'époque, hein, Internet, c'était vu comme un média, pas du tout comme un outil de marketing dans lequel la data était importante. Donc, on avait fait quand même un joli deck, un peu académique certes, mais quand même joli. Et puis on va au rendez-vous, et puis on commence. Et au bout, je pense, du 4e slide, mon associé dit « Bon, je vois bien que ça ne vous passionne pas, on va y aller. » Alors je dis « Bah quand même, on va peut-être finir le slide, on est au 4e, on va aller jusqu'au 15, quoi. On est là, le monsieur s'est déplacé, enfin le monsieur a pris du temps, on va finir. » On fait 3 slides de plus, et là mon associé me dit non, bah non. Et il regarde le pauvre gars, enfin qui est devenu un copain depuis, et qui lui dit franchement, vous investirez pas chez nous. Alors le gars était un peu, il dit bah je sais pas, enfin non, c'est quand même pas complètement dans nos trucs, ça rentre pas complètement, et donc mon associé se lève et on part. Et donc j'arrive en bas de l'immeuble, je lui dis écoute Thibaut, on aurait pu faire les 20 slides quand même peut-être, enfin tu vois, il me dit écoute, j'ai mis des chaussures neuves, le mec avait vraiment, ça se voyait qu'il avait pas envie d'investir, franchement on n'allait pas perdre du temps, et en plus il faut que je change de chaussures. Donc quand vous allez voir un investisseur, ne mettez pas de chaussures neuves, hein, a priori, et n'hésitez pas à sortir de la salle si vous sentez qu'il ne va pas investir, tout le monde gagnera du temps. Et j'en suis ravie aujourd'hui, hein, parce que je pense que si un private, c'était du private equity, si un private avait investi chez nous à ce moment-là, on n'aurait évidemment pas eu l'histoire qu'on a eue, puisqu'après on a rencontré Marc Simoncini, qui était donc, on a été son premier investissement, hein, il avait vendu iFrance, on a été la première boîte dans laquelle il a investi, il est ressorti à l'IPO en ayant fait, il est rentré chez moi sur une valo à 20 millions de francs, pré-monnaie, et il est ressorti sur les valos de l'intro qui étaient en euros et qui étaient x15 bien tapés. Mais il nous a accompagnés dans une période, je me souviens d'un conseil d'administration où Marc nous a dit « Je n'avais pas compris que j'investissais dans une université où on faisait de la recherche. » Et on lui a dit « Mais si Marc, c'est la crise, c'est une période compliquée, il faut investir maintenant pour quand on sera en sortie de crise, vraiment décoller. » Et ça, évidemment, qu'un fonds de private, on n'aurait jamais pu avoir cette liberté. Et donc, je remercie quotidiennement mon associé d'avoir eu très mal aux pieds pendant ce rendez-vous. Et pendant plein d'autres rendez-vous également, où finalement, par chance parfois, ou par intuition, où on ne fait pas des choses, et donc ça permet d'en faire des beaucoup plus intéressantes.